La plupart des gens pensent que certaines personnes ont juste le sang-froid, que certains naissent calmes et d'autres naissent réactifs. C'est faux et la psychologie le prouve. Ce qu'on appelle ne pas se laisser affecter, c'est pas un trait de caractère, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle a une mécanique. Dans cette vidéo, je vais te donner 11 de ces mécanismes. Pas de conseils vagues du genre respire et pense positif. Mais d'abord, je veux que tu penses à quelqu'un. Quelqu'un dans ta vie qui t'énerve. Un collègue, un membre de ta famille, ce conducteur qui t'a coupé la route ce matin, tu l'as en tête ? Bien. Garde-le parce que d'ici la fin de cette vidéo, cette personne aura beaucoup moins de pouvoir sur toi qu'elle en a maintenant. On commence. Numéro 11, la règle des 90 secondes. Voilà quelque chose que personne ne sait. Quand tu te mets en colère, chimiquement, biologiquement, cette colère dure exactement 90 secondes. 90 secondes, 1 minute et demie, c'est tout. C'est ce que la neurologue Jill Bolte Taylor a découvert en étudiant le cerveau humain. Quand quelque chose te déclenche, ton corps libère un cocktail de substances chimiques, adrénaline, cortisol, tout ce qui te met en mode attaque ou fuite. Et ces substances, elles se dissipent naturellement en 90 secondes. Elles rentrent dans le sang, elles circulent et elles sortent de ton système. 90 secondes et c'est fini. Alors, pourquoi est-ce que ta colère dure parfois des heures, des jours, des semaines ? Parce que tu la rallumes toi-même. Tu rejoues la scène dans ta tête, tu imagines ce que tu aurais dû lui dire, tu en parles à quelqu'un d'autre qui te dit « Non mais franchement, t'as raison, c'est incroyable ». Et à chaque fois que tu fais ça, tu relances le cocktail chimique. Tu appuies à nouveau sur le bouton, tu recommences les 90 secondes. La colère ne dure pas. C'est l'histoire que tu te racontes autour de la colère qui dure. Pense à la dernière fois que tu étais vraiment en colère contre quelqu'un. Est-ce que tu t'en souviens encore ? Est-ce que tu y repenses parfois encore ? C'est pas la colère qui est restée, c'est le film que ton cerveau a construit autour. Alors, voilà pourquoi ça change concrètement. La prochaine fois que quelqu'un te déclenche, au lieu de réagir immédiatement, au lieu d'envoyer ce message, au lieu de dire cette phrase que tu vas regretter, donne-toi juste 90 secondes. Pas 1 heure, pas une journée, 90 secondes. Laisse les produits chimiques faire leur travail. Ensuite, laisse-les circuler et sortir, et ensuite tu seras dans un état complètement différent pour répondre. Parce qu'après ces 90 secondes, tu arrives à ce que j'appelle le point de choix. Et c'est là que tout se joue, mais on y reviendra plus tard. Numéro 10, le mythe des boutons. On a tous entendu cette expression. Il sait exactement sur quel bouton appuyer, elle connaît tous mes boutons, arrête d'appuyer sur mes boutons. On parle de ça comme si c'était réel. Comme si certaines personnes avaient un accès spécial à une télécommande cachée quelque part en toi et qu'elles pouvaient t'allumer et t'éteindre à leur guise. Mais voilà la vérité que personne ne veut entendre. Personne ne peut appuyer sur des boutons que tu ne leur as pas donnés. Lis ça encore une fois. Personne ne peut appuyer sur des boutons que tu ne leur as pas donnés. Ces boutons, ces points de déclenchement qui te font sortir de tes gonds en 2 secondes, ils ne viennent pas de la personne en face de toi. Ils viennent de toi, de ton passé, de tes blessures non guéries, de tes valeurs violées, de vieilles douleurs que tu n'as jamais vraiment regardées en face. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Si quelqu'un te manque de respect et que ça te déclenche immédiatement, c'est pas cette personne le problème. C'est que quelque part dans ton histoire, le respect a été violé. Peut-être par un parent, un prof, un ancien patron, et cette vieille blessure est toujours là, ouverte, sensible, et quand quelqu'un s'en approche, même sans le savoir, ton cerveau crie. Si quelqu'un t'ignore et que ça te rend fou, c'est pas cette personne qui a ce pouvoir sur toi, c'est une ancienne douleur d'abandon, d'invisibilité, qui n'a jamais été soignée. La personne en face de toi est juste le révélateur, pas la cause. Et ça, c'est à la fois difficile à entendre et complètement libérateur. Difficile à entendre parce que ça te retire le confort de blâmer l'autre. On aime bien blâmer l'autre, c'est plus simple, c'est plus confortable, c'est lui le problème, pas moi. Mais libérateur parce que si les boutons viennent de toi, alors toi seul peux les désactiver. Tu passes de quelqu'un qu'on peut allumer et éteindre à distance à quelqu'un qui tient lui-même la télécommande. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te déclenche, au lieu de te concentrer sur ce qu'il a fait, pose-toi une question différente. Pas comment il a osé, mais pourquoi est-ce que ça me touche autant ? Cette question, si tu la laisses vraiment y répondre honnêtement, elle te mène directement à l'endroit en toi qui a besoin d'attention. Et c'est là que la vraie guérison commence. Numéro 9, la colère n'est pas ce que tu crois. La colère, cette émotion que tu ressens quand quelqu'un te blesse, t'ignore, te trahit, te manque de respect, la colère, la plupart du temps, c'est pas l'émotion réelle, c'est un masque. Les psychologues appellent ça une émotion secondaire. Ce que ça veut dire concrètement, la colère est une réaction à une autre émotion, une émotion plus profonde, plus vulnérable, plus difficile à montrer. Elle arrive en premier parce qu'elle est plus facile à porter, plus acceptable socialement, plus forte en apparence. Mais en dessous, il y a toujours quelque chose d'autre. Ton partenaire qui rentre tard sans prévenir, ton ami qui annule au dernier moment, ton collègue qui prend le crédit de ton travail. Tu t'es mis en colère, peut-être que tu as élevé la voix, peut-être que tu t'es fermé complètement, peut-être que tu as dit des choses que tu regrettais après. Mais si tu creuses vraiment, qu'est-ce qu'il y avait sous cette colère ? De la peur ?
La peur de ne pas compter, de ne pas être assez important, d'être oublié, de la honte de s'être cru important pour quelqu'un qui ne l'a pas montré. La colère, c'est le garde du corps de ces émotions-là. Elle se lève en premier pour les protéger. Parce que dire « je suis blessé », c'est risqué. Ça te rend vulnérable, ça expose quelque chose de fragile en toi. Alors le cerveau envoie la colère à la place. Elle fait moins peur, elle donne l'illusion du contrôle, mais voilà le problème. La colère crée de la distance. Elle pousse les gens, elle ferme les conversations, elle laisse des cicatrices. La vulnérabilité, elle, ça connecte, ça ouvre et ça guérit. Il y a une différence énorme entre dire « tu m'énerves tellement » et dire « je me suis senti oublié quand tu as fait ça ». La première phrase, l'autre se met sur la défensive. Il contre-attaque, la conversation devient une guerre. La deuxième phrase, l'autre s'arrête. Il t'entend différemment parce que tu lui as montré quelque chose de réel. Alors, voilà l'exercice. La prochaine fois que tu sens la colère monter, avant de réagir, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je ressens vraiment en dessous ? Numéro 8, le point de choix. Tu te souviens de la règle des 90 secondes ? Je t'avais dit qu'après ces 90 secondes, tu arrives à quelque chose. Un moment précis, un endroit mental que la plupart des gens ne voient jamais parce qu'ils n'y ont jamais réagi avant d'y arriver. On y est, c'est maintenant. Les psychologues l'appellent le point de choix. Et voilà ce que c'est. Entre ce qui te déclenche et ta réaction, il y a un espace, un micro-espace, une fraction de seconde où tu n'es pas encore en train de crier, d'envoyer ce message, de claquer cette porte. Tu es juste là, entre les deux. Et dans cet espace, il y a ta liberté. Viktor Frankl était un psychiatre autrichien. Il a survécu au camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a tout perdu. Sa famille, sa liberté, sa dignité, tout ce qu'un être humain peut perdre, il l'a perdu. Et pourtant, dans ses écrits, il dit quelque chose qui a changé la façon dont des millions de personnes voient le monde. Il dit « Entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. » Un homme dans un camp de concentration qui parle de liberté. Pas la liberté de partir, pas la liberté de changer de sa situation, mais la liberté de choisir comment réagir à cette situation. Mais voilà le problème. Cet espace, il est minuscule, et si tu ne t'y entraînes pas à le voir, tu passes au travers sans t'en rendre compte. La réaction arrive avant même que tu aies réalisé qu'il y avait un choix. Alors, comment l'élargir ? Une seule question. Une question que tu te poses dans ce micro-espace avant de réagir. Est-ce que je serai fier de cette réponse demain matin ? C'est tout. Pas besoin de méditer pendant 1 heure, pas besoin d'analyser la situation en profondeur, juste cette question, rapide, honnête, et souvent juste le fait de te la poser suffit à changer ce que tu fais ensuite. Fais ça maintenant, vraiment. Pense à une situation récente où tu as réagi d'une façon que tu as regrettée. Un message envoyé trop vite, une phrase dite trop fort, un silence qui a duré trop longtemps. Est-ce que tu vois le moment où tu aurais pu t'arrêter ? Ce micro-espace juste avant. Il était là, il est toujours là. Tu commences juste à apprendre à le voir. Numéro 7, l'observateur intérieur. Imagine qu'il y a 2 versions de toi dans chaque situation difficile. La première version, c'est toi, émotionnel. Celui qui ressent, celui qui est déclenché, celui dont le cœur bat plus vite, dont les mâchoires se serrent, dont les pensées s'emballent. La deuxième version, c'est toi, observateur. Celui qui regarde la première version avec un peu de recul. Calme, présent, curieux, pas juge, juste qui observe. Ces 2 versions coexistent en toi, tout le temps. La question, c'est laquelle tu laisses prendre le volant. Et voilà la technique concrète. Au lieu de dire intérieurement « je suis furieux », tu dis « je remarque que la fureur monte en moi ». Au lieu de penser « cette personne est insupportable », tu penses « j'ai la pensée que cette personne est insupportable ». Tu vois la différence ? Dans le premier cas, tu es l'émotion. Elle te possède complètement, tu n'as plus aucun recul, alors que dans le deuxième cas, tu observes l'émotion. Elle est là, tu la vois, mais tu n'es pas dedans, tu es au-dessus, tu regardes. C'est comme la différence entre être dans une tempête et regarder la tempête depuis une fenêtre. La tempête est la même, mais ta position par rapport à elle, elle change absolument tout. Les chercheurs en neurosciences ont un nom pour ce phénomène. Ils l'appellent le effect labeling, l'étiquetage des émotions. Et des études ont montré quelque chose de fascinant. Le simple fait de nommer une émotion, de lui mettre un mot, réduit son intensité dans le cerveau. Nommer l'émotion, c'est déjà commencer à la contrôler. Je vais te donner quelque chose à essayer cette semaine. La prochaine fois que tu te sens une émotion forte monter, n'importe laquelle, pas forcément de la colère, arrête-toi 1 seconde et dis-toi intérieurement « je remarque que ». Je remarque que je me sens ignoré, je remarque que l'irritation monte, je remarque que j'ai envie de me défendre. Juste ça, 3 mots. Je remarque que. Et observe ce qui se passe dans ton corps dans les secondes qui suivent, tu vas être surpris. Numéro 6, les gens difficiles sont tes coachs.
Il y a une personne dans ta vie en ce moment qui t'épuise. Tu sais de qui je parle, ce collègue qui critique tout ce que tu fais, ce membre de ta famille qui sait exactement comment te mettre hors de toi, cet ami qui prend sans jamais donner. Et chaque fois que tu penses à cette personne, tu ressens ce mélange de frustration, d'épuisement, peut-être même d'injustice. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je dois gérer ça ? Je vais te proposer un changement de perspective radical. Et je te préviens, au premier abord, ça va peut-être t'agacer. Et si cette personne était ton meilleur coach ? Pas malgré ce qu'elle te fait ressentir, grâce à ce qu'elle te fait ressentir. Chaque personne difficile dans ta vie est comme un examen. Elle te montre exactement où tu en es émotionnellement, exactement où tu as encore du travail à faire, et exactement quels muscles tu n'as pas encore développé. Ce collègue qui critique tout, il entraîne ta résilience, ta capacité à rester solide face au jugement. Ce membre de ta famille qui te met hors de toi, il entraîne ta patience, ta capacité à rester calme dans les situations que tu ne peux pas contrôler. Cet ami qui prend sans donner, il entraîne tes limites, ta capacité à dire non sans culpabilité. Aucun coach personnel ne peut t'entraîner aussi efficacement que ces gens-là. C'est de la musculation émotionnelle en conditions réelles. Je me souviens d'une période où j'avais un patron qui ne me reconnaissait jamais. Jamais un mot d'encouragement, jamais un retour positif, juste des critiques, des remarques, des attentes toujours plus hautes. Pendant longtemps, évidemment, ça me rongeait. Je rentrais chez moi épuisé, pas physiquement, mais émotionnellement. Et puis un jour, j'ai changé ma façon de voir la situation. Au lieu de me demander pourquoi il est comme ça avec moi, je me suis demandé qu'est-ce que cette situation est en train de construire en moi. Et j'ai réalisé. Il m'apprenait à ne pas chercher ma validation à l'extérieur, à travailler bien parce que j'en étais fier, pas parce que quelqu'un me le confirmait. C'est une des leçons les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie professionnelle. Et elle vient de la personne que je trouvais la plus difficile à l'époque. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te déclenche, au lieu de te demander comment t'en débarrasser, demande-toi quel muscle cette personne est en train de m'obliger à développer. Pas pour excuser son comportement, pas pour accepter ce qui n'est pas acceptable, mais pour récupérer quelque chose de précieux dans la situation, pour passer de victime à élève. Numéro 5, les frontières. On vient de parler des gens difficiles qui peuvent agir comme des coachs. Mais attention, et c'est important, ça ne veut pas dire tout accepter, tout encaisser, laisser n'importe qui faire n'importe quoi, sous prétexte que ça t'entraîne. Il y a une limite, et cette limite, elle s'appelle une frontière. La plupart des gens ont une idée complètement fausse de ce qu'est une frontière. Ils pensent que c'est un mur, une barrière froide, quelque chose qu'on construit pour tenir les gens à distance, pour se protéger des autres, et ce n'est pas ça. Une frontière, c'est une porte avec toi comme gardien. Tu décides qui entre, tu décides ce qui se passe, tu décides ce qui reste dehors, pas par peur, pas par fermeture, mais par respect de toi-même. Et voilà où la plupart des gens se perdent. Ils confondent frontière assertive et frontière agressive. La frontière agressive, c'est si tu continues comme ça, je ne te parle plus. C'est une menace, c'est une réaction émotionnelle déguisée en limite, elle vient de la colère. Elle pousse les gens. La frontière assertive, c'est je ne réponds pas bien quand on me parle sur ce ton, est-ce qu'on peut continuer cette conversation quand on est tous les deux plus calmes ? C'est une information, c'est calme, c'est clair, elle vient du respect de toi et de l'autre. Tu vois la différence ? L'une attaque, l'autre informe. Fais ça maintenant. Pense à une situation dans ta vie où tu laisses quelque chose passer régulièrement que tu n'aurais pas dû laisser passer. Un comportement, une remarque, une façon d'être traité, tu l'as en tête ? Maintenant, formule une frontière assertive pour cette situation. Pas une menace, pas une attaque, juste une phrase calme qui exprime clairement ce dont tu as besoin. Je ne me sens pas à l'aise quand j'ai besoin que ça ne fonctionne pas pour moi quand garde cette phrase, tu en auras besoin. Quand tu n'as pas de frontières, tu accumules, tu encaisses encore jusqu'au moment où tu exploses et cette explosion, elle fait beaucoup plus de dégâts qu'une frontière posée calmement au bon moment. Les frontières ne t'empêchent pas d'aider les gens, elles te préservent la capacité de le faire vraiment sur le long terme. Sans ressentiment, sans épuisement, sans cette fatigue profonde de quelqu'un qui a trop donné sans jamais se protéger. Poser une frontière, c'est pas égoïste, c'est nécessaire. Numéro 4, le time-out stratégique. Tu connais ce moment, la conversation commence à déraper, les voix montent, les mots deviennent plus tranchants, et tu sens quelque chose dans ta poitrine, une chaleur, une tension, une pression qui monte, et là, 2 options. La première, tu continues. Tu restes dans la conversation, tu te dis que tu vas gérer, que tu es adulte, que tu peux tenir. Et 10 minutes plus tard, tu as dit quelque chose que tu ne peux pas reprendre, quelque chose qui va mettre des semaines à se réparer, peut-être plus. La deuxième option, c'est celle dont personne ne te parle. Parce qu'on nous a appris que partir, c'est fuir, que rester, c'est être fort. Eh bien, c'est faux. Les neurologues ont un terme pour ce qui se passe dans ton cerveau pendant une dispute intense. Ils l'appellent le hijacking émotionnel.
Ton amygdale, la partie primitive de ton cerveau, celle qui gère la survie, prend le contrôle. Elle court-circuite ton cortex préfrontal, la partie rationnelle, celle qui réfléchit avant de parler. En clair, pendant une dispute intense, tu n'es littéralement plus en état de penser clairement. Ton cerveau est en mode survie, pas en mode conversation productive. Et dans cet état, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est réactif, pas réfléchi. Voilà pourquoi on appelle ça le time-out stratégique. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner la conversation, c'est reconnaître que ton système nerveux a besoin de se réinitialiser avant de pouvoir vraiment être présent et utile dans cette discussion. Et ça se fait en une phrase, calme, claire, respectueuse. J'ai besoin de faire une pause dans cette conversation, je veux qu'on continue, mais quand je peux répondre de façon réfléchie. Pas « j'en ai marre », pas « tu me rends fou », pas un silence glacial qui dure 3 jours. Une phrase et une intention claire de revenir. Mais voilà ce qui est crucial et que la plupart des gens ratent même quand ils essaient cette technique. Le time-out ne fonctionne que si tu l'utilises au bon moment. Pas après avoir déjà dit la phrase de trop, pas quand la dispute est déjà à son point de rupture, mais avant. Dès que tu sens cette chaleur dans la poitrine, dès que tu remarques, et on revient à l'observateur intérieur, que ton cerveau commence à chercher des munitions plutôt que des solutions, c'est là que tu sors, pas plus tard. Et pendant ce time-out, qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses ton système nerveux redescendre. Une marche, de la musique, de la respiration, n'importe quoi qui ramène ton corps à un état calme. Parce que le but du time-out, c'est pas d'éviter la conversation, c'est d'y revenir en étant vraiment toi. Pas la version réactive épuisée sur la défensive, la version qui peut vraiment écouter, vraiment parler, vraiment résoudre. Numéro 2, la distance compassionnelle. Il y a quelqu'un dans ta vie qui souffre. Peut-être que tu le sais clairement, peut-être que tu le sens juste, sans qu'il ne te l'ait dit. Et parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu tiens à cette personne, tu essaies d'aider. Tu absorbes, tu portes, tu t'impliques complètement. Et progressivement, sans t'en rendre compte, tu commences à te noyer avec elle. Tu rentres chez toi épuisé par les problèmes des autres, tu portes des émotions qui ne sont pas les tiennes, tu te réveilles la nuit en pensant à des situations que tu ne peux pas contrôler, et au bout d'un moment, tu n'as plus rien à donner, ni à cette personne, ni aux autres, ni à toi-même. C'est ce qui arrive quand on confond empathie et absorption émotionnelle. Concrètement, voilà ce que ça veut dire. Tu peux écouter quelqu'un sans porter son problème. Tu peux être présent pour quelqu'un sans résoudre sa vie à sa place. Tu peux aimer quelqu'un profondément sans te perdre dans sa douleur. Et paradoxalement, c'est comme ça que tu t'aides vraiment. Pas en te sacrifiant, pas en t'effaçant, mais en restant toi, stable, ancré, disponible sur le long terme. Parce que voilà ce que personne ne dit. Quand tu absorbes les émotions des autres, tu crois que tu les aides. Mais en réalité, tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Et ça ne soulage pas vraiment l'autre, ça te pèse toi. Et ça crée une dynamique où l'autre inconsciemment devient dépendant de ta capacité à porter sa douleur. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la codépendance émotionnelle. Alors, voilà la question à te poser régulièrement. Est-ce que là, maintenant, je suis en train d'aider quelqu'un ? Ou est-ce que je suis en train de porter quelque chose qui ne m'appartient pas ? Il y a une différence entre « je suis là pour toi » et « je prends ta douleur à ta place ». L'une te préserve, l'autre t'épuise. Et tu ne peux aider vraiment, durablement, profondément, que si tu restes entier. Numéro 1, l'histoire que tu te racontes. On arrive au dernier outil, et d'une certaine façon, c'est celui qui englobe tous les autres. Voilà ce qui se passe dans ton cerveau chaque fois que quelque chose arrive. Un fait brut se produit, quelqu'un ne répond pas à ton message, ton patron ne te salue pas ce matin, un ami annule vos plans à la dernière minute, c'est tout, c'est le fait, neutre, brut, sans signification. Mais ton cerveau, en une fraction de seconde, construit une histoire autour de ce fait, une interprétation, un sens, une conclusion. Il ne répond pas, donc je ne compte pas pour lui. Mon patron ne m'a pas salué, donc il est énervé contre moi. Mon ami annule, donc je ne suis pas une priorité pour lui. Et c'est cette histoire, pas le fait, qui génère ton émotion, encore une fois, pas le fait. Les psychologues cognitifs appellent ça les distorsions cognitives. Notre cerveau ne traite pas la réalité objectivement, il la filtre, il la colore, il la complète avec ses propres peurs, ses propres croyances, ses propres expériences passées. Et la plupart du temps, l'histoire qu'il choisit est la plus négative possible. Pas parce que ton cerveau te veut du mal, mais parce qu'il est programmé pour détecter les menaces. C'est un mécanisme de survie vieux de millions d'années. Dans la savane, anticiper le pire te gardait en vie. Aujourd'hui, ça te génère juste beaucoup de stress inutile. Alors, voilà l'outil. La prochaine fois que tu sens une émotion forte monter, avant de réagir, pose-toi cette question. Est-ce que je réagis au fait ou à l'histoire que je me raconte autour du fait ? Juste cette question. Et ensuite, cherche une histoire alternative. Pas forcément positive, juste possible. Il ne répond pas. Peut-être qu'il est occupé.
Peut-être qu'il a eu une journée difficile, peut-être qu'il a simplement oublié. Mon patron ne m'a pas salué, peut-être parce qu'il avait la tête ailleurs, peut-être qu'il n'a pas dormi. Mon ami annule, peut-être qu'il traverse quelque chose qu'il ne m'a pas dit. Tu vois ce qui se passe quand tu fais ça ? L'émotion change. Pas parce que la situation a changé, mais parce que l'histoire a changé. Et c'est là la réalisation la plus puissante de toute cette vidéo. Ta réalité émotionnelle n'est pas dictée par ce qui t'arrive. Elle est dictée par ce que tu te racontes sur ce qui t'arrive. Parce que tu es l'auteur de ton expérience intérieure. Pas le personnage qui subit l'histoire, l'auteur qui l'a choisi. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Tout ça, ça ne va pas changer ta vie du jour au lendemain, et quiconque te dit le contraire te ment. La transformation émotionnelle, c'est un muscle qu'on construit, lentement, imparfaitement, avec des rechutes. Avec des jours où tu vas tout oublier et réagir exactement comme avant. Et c'est normal, c'est même nécessaire, parce que chaque fois que tu rechutes et que tu t'en rends compte, c'est la preuve que quelque chose a changé. Tu vois maintenant ce que tu ne voyais pas avant, et voir c'est déjà la moitié du chemin. Et maintenant je veux savoir, parmi ces 11 outils, lequel tu n'avais jamais entendu avant aujourd'hui, et lequel tu penses utiliser dès cette semaine ? Je lis chaque commentaire, alors à très vite.